J'ai commencé en fin d'année 2018 mon portefeuille d'ETF. Mon premier portefeuille d'ETF qui était trop complexe. C'est-à-dire, il y en avait trop de différents, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y avait 5 ETF. Après, je l'ai simplifié. Celui qui a simplifié son portefeuille d'ETF, c'est Yoran, ingénieur de formation et cofondateur de l'application Curvo. Yoran a aussi coécrit le livre « Gagner en bourse sans se fatiguer », une sorte de guide pratique de l'investissement en ETF qui vient de sortir cette semaine en librairie. Il s'agit en fait de la traduction du livre de Hangmat Bellecher, paru l'an dernier en Flandre et qui s'est vite imposé comme un best-seller du genre. Je suis Salim Nesba et je vous souhaite la bienvenue dans le 69e épisode de Tracker, le podcast de l'écho qui rencontre chaque semaine celles et ceux qui investissent en bourse. Vous allez l'entendre dans cet épisode, Yoran, qui nous a fait le plaisir de répondre dans un français excellent, n'investit que dans les ETF. Ces fonds qui répliquent à l'identique la composition d'un indice boursier et que nous avons déjà maintes fois évoqué dans notre podcast. Ah oui, écoutez bien le podcast jusqu'au bout, on a encore plein de choses à vous annoncer, notamment sur notre conférence du 16 novembre prochain à Finance Avenue, dont le thème sera justement les ETF. Mais là, on retrouve Yoran qui revient sur les raisons qui l'ont poussé à écrire ce livre. Bonjour Yoran. Bonjour Salim. Alors, on est très content de te recevoir ici dans le podcast Tracker. Première question, on voulait savoir pourquoi toi et Tim, vous avez décidé d'écrire ce livre. Ouais, donc c'est une bonne question. Donc premièrement, il y a pas mal une bonne littérature assez riche pour tout ce qui est les ETF, les investissements passifs dans le monde anglophone, donc principalement aux États-Unis. C'est une bonne chose pour apprendre les bases théoriques, disons, si on maîtrise l'anglais, bien sûr. Mais après, en fait, ces livres ils couvrent par exemple pas la fiscalité qu'on a en Belgique ou les différences, la législation et le type d'ETF qu'on a en Europe ou les courtiers qu'on a en Belgique. Premièrement, c'était important pour nous de pouvoir couvrir ces aspects. Il n'y avait pas encore de livre en fait qui parlait de tous ces détails qui sont quand même très importants quand on commence à investir dans les ETF. Et deuxièmement, pas tout le monde maîtrise l'anglais. Et donc, offrir quelque chose, un livre dans sa langue maternelle, pour nous, c'était super important. Alors, le titre, c'est « Gagner en bourse sans se fatiguer ». C'est un titre qui peut être perçu comme un peu provoquant pour tous ceux qui se fatiguent à suivre les marchés. Ouais, tout à fait. C'est un peu le contraste, disons, de ce que la plupart des gens pensent quand ils pensent à la bourse. Je pense qu'il y a une notion très forte que quand on investit dans la bourse, c'est acheter des actions individuelles, c'est suivre les cours tous les jours et vraiment être très actif. Alors que les données aussi montrent que au moins, en fait, on prend temps à suivre ces investissements, au mieux les rendements sont, grâce notamment à cet instrument qui est l'ETF. Oui, c'est ça, dans les jeunes qu'on a reçus ou dans l'imaginaire de beaucoup de gens, investir en bourse, on est proche du trading en fait. On imagine qu'on doit réagir à chaque annonce. Là, on se fatigue pas parce que on est dans une certaine passivité. Ouais, tout à fait. Et je pense que c'est dommage qu'il y ait cette notion. Je pense qu'elle est très traditionnelle et plus vraiment de ce temps, avec les types d'instruments, les types d'investissements et les services qu'on a devant nous aujourd'hui. Et donc, je pense que ça doit changer. Et le problème avec faire beaucoup de trading, c'est que, notamment, c'est les coûts. Chaque transaction que tu fais, en fait, elle n'est pas gratuite. Il y a un courtier, des intermédiaires qui prennent un petit pourcentage. Il y a aussi la taxe boursière, par exemple, qui prend un petit bout. Et donc, au plus tu fais de transactions, en fait, au moins ton rendement va être bien, dans la plupart des cas. Mmh. Après, il y a des gens qui sont très forts et qui arrivent, les Warren Buffett de ce monde, qui arrivent à faire du trading actif et à quand même avoir un rendement supérieur au marché, mais la plupart des gens n'y arrivent pas. Et alors, ceux qui gèrent de manière très passive leur patrimoine boursier, on en a reçu ici, un notamment qui n'investissait que dans un seul ETF, un qui n'investissait que dans les ETF. Et dans ton livre, ce qui est intéressant, c'est que
tu donnes quelques modèles, un peu comme dans les bonnes sandwicheries, tu leur donnes même des noms. Il y a le Globetrotter, le 4 saisons ou encore l'épicurien. Pour ceux qui investissent en bourse, quel est le modèle qui demande le plus de temps quand même? Donc, tous les portefeuilles sont relativement passifs. Et je dirais le plus complexe, c'est le 4 saisons, qui comprend 4 ETF. Et en fait, c'est une généralité. Donc, au plus ton portefeuille est complexe, donc au plus il contient d'ETF différents, au plus ça prend du temps à le maintenir. De un, tes investissements prennent plus de temps. Donc, par exemple, si tu fais tes investissements mensuels, tu dois acheter 4 ETF au lieu d'en acheter qu'un seul ou 2. Donc, tu dois faire les calculs, combien tu dois acheter de chaque et tout ça. Et après aussi, il faut le garder, faut le rebalancer. Et 4 saisons, c'est parce que chaque saison, on fait le point ou Ouais, donc l'idée derrière le portefeuille 4 saisons, c'est pas notre portefeuille qu'on a inventé, c'est Ray Dalio, qui est un investisseur américain, qui a un hedge fund qui s'appelle Bridgewater. Et en fait, lui, il est venu avec ce portefeuille parce qu'en fait, pour lui, il y a 4 circonstances économiques différentes, macroéconomiques. Et le portefeuille est agencé de telle façon qu'en fait, le portefeuille sera OK dans chaque circonstance économique. Donc, qu'on soit en inflation, en déflation, qu'on soit en croissance économique ou en décroissance économique, en fait, il y a toujours un des ETF qui va surperformer les autres pour compenser en fait la circonstance. Donc, c'est un petit peu comme un alchimiste avec tous les ETF qui existent. Dans le monde, on est à plusieurs milliers d'ETF qui existent, en composant à sa manière, à son rythme, à son échéance. On est un petit peu comme un alchimiste, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et je pense que c'est là aussi la complexité de l'investissement. On a tellement de choix. Et pour moi, la plupart des ETF ne sont pas très intéressants parce qu'ils sont soit ici sur un secteur spécifique ou sur un pays spécifique, donc ils sont pas assez diversifiés. Mais trouver les bons ETF et ensuite trouver la bonne proportion, le bon mix qui correspond à tes objectifs financiers, mais aussi à ton profil de risque. Donc, est-ce que tu vas dormir la nuit ou est-ce que tu vas stresser, paniquer et vendre tous tes ETF? En fait, c'est ça la difficulté. Et il y a pas vraiment il y a des questionnaires que tu peux remplir pour essayer de juger ça. Mais après, c'est vraiment une partie d'expérience. Il faut juste essayer et puis voir comment tu réagis. Dans Tracker, on reçoit beaucoup de bons élèves qui nous expliquent comment ils font bien les choses. Parfois, on a aussi eu des courageux qui sont venus nous parler de leurs échecs. Et souvent, c'est quand les auditeurs entendent là où les autres se sont trompés, qui prennent de bonnes leçons. Est-ce que dans ton livre, vous parlez de ce côté échec, de ce côté difficile qu'on peut avoir dans les marchés? Ouais, je pense que le challenge avec l'investissement passif, c'est qu'en fait, on a une tendance active, chaque humain. Donc, on veut toujours essayer de changer son portefeuille ou de faire du timing de marché ou de rendre son portefeuille un peu plus complexe que nécessaire. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est inné. Et une chose qu'on recommande alors, c'est d'avoir une approche qui s'appelle noyau satellite. Donc, en fait, tu as un noyau d'un portefeuille très passif, donc très, très, très diversifié avec quelques ETF. Et tu as une partie satellite où en fait tu fais ce que tu veux. Et donc là, ça te permet vraiment de satisfaire ton côté actif. Et comme ça représente une plus petite partie de ton patrimoine, il y a pas vraiment d'impact. Comment expliquer le succès de la gestion passive chez les jeunes investisseurs comme Yoran, notamment par l'achat régulier d'ETF? Pour répondre à cette question, nous sommes allés frapper à la porte de mon collègue Marc Lambrecht, journaliste attentif à l'actualité des marchés depuis quelques longues décennies. Bonjour Marc. Bonjour Salim. Alors cette semaine, on a accueilli dans Tracker Yoran, qui vient de sortir un livre, une sorte de guide sur les ETF. Et c'est une nouvelle fois un jeune investisseur qui privilégie l'investissement par ETF, en misant que sur les ETF. Pourquoi les ETF ont-ils autant de succès? Alors, c'est un investissement qui est recommandé par Warren Buffett lui-même. Lui, c'est un ETF sur le SP500 qu'il recommande pour les particuliers. Alors, c'est un produit qui est simple. On achète la bourse américaine en entier, quasiment via un indice. C'est un produit qui est performant sur le long terme et surtout qui a très peu de frais associés.
Mais c'est quand même paradoxal chez les jeunes d'aller vers ce type d'investissement qui nécessite que très peu de gestion. C'est très passif comme gestion. On a plutôt tendance à croire que les jeunes aiment plus l'action et le mouvement. Pourquoi les jeunes aiment-ils voir la bourse qu'à travers le filtre des ETF ? Je pense que pour les jeunes qui cherchent la simplification, les ETF sont un peu le produit rêvé. Maintenant, je pense qu'à côté des ETF, il y a de la place pour la gestion active, surtout de la part des jeunes. Je crois que pour un jeune, la meilleure manière d'apprendre la bourse, c'est d'investir dans des actions individuelles. Oui, parce que investir en ETF, on arrive à un truc mécanique où tous les mois, on fait la même chose, comme si on payait une domiciliation pour un fournisseur d'énergie. Oui. Moi, j'étais assez influencé par un spécialiste de l'investissement qui s'appelait Peter Lynch dans les années 80, années 90. En fait, lui, il a écrit des bouquins là-dessus d'ailleurs, il faut investir dans ce qu'on connaît. Et je pense qu'un jeune a peut-être plus de capacité de trouver des nouvelles tendances, des nouveaux produits qu'un investisseur professionnel. Par exemple, lui, il avait acheté à l'époque l'action Apple parce que ses enfants avaient un ordinateur Apple à la maison et que dans son bureau, la firme avait commandé des Apple. Retour chez Yoran. En scannant le contenu de son portefeuille d'investisseur, nous sommes revenus sur son premier contact avec la bourse. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, et notre invité de la semaine, comme tant d'autres investisseurs en herbe, était persuadé de faire une affaire en or à Wall Street. J'ai commencé avec les actions individuelles, comme la plupart des gens. Et j'avais acheté Dropbox quand c'est parti en bourse, en 2018. Et ouais, enfin, ça s'est pas nécessairement mal terminé, mais c'est que voilà, l'action a quasiment pas changé depuis. Enfin, il y a la volatilité, mais maintenant c'est quasiment au même niveau qu'il y a 6 ans, donc c'est quasiment pire qu'un compte d'épargne. L'échec pour moi, c'est que j'avais acheté l'action pour des mauvaises raisons, donc je pensais, ouais, je suis client chez Dropbox, c'est un super produit, voilà, ça doit fonctionner, ça va partir en bourse et ça va bien monter. Et finalement, c'était pas le cas du tout. Et donc c'est là en fait que j'ai appris que si je veux continuer dans les actions individuelles, il faut que je fasse vraiment beaucoup de recherche. Faut que je passe beaucoup de temps. Et c'est pas quelque chose que j'avais envie de faire. Et même là, je savais que les chances n'étaient pas très favorables. Donc en fait, ça, c'est fatigant en plus. C'est fatigant. Et puis ouais, si c'est ta passion, c'est bien. Enfin, pour moi, la finance personnelle, l'investissement, c'est une passion, mais je veux dédicacer mon énergie là où je pense qu'il est productif. Et pour moi, faire du trading d'actions individuelles n'est pas productif pour moi. Et donc c'est là que j'ai appris, voilà, enfin c'est là que j'ai commencé à m'approfondir dans l'investissement passif, etc. Suivre l'actualité des secteurs, l'actualité des marchés, ça demande vraiment un investissement en temps régulier. Et si vous n'êtes pas prêt à faire des choses pareilles, eh bien, en fonction aussi de vos objectifs, la gestion passive est peut-être mieux à... Je pense avec le trading, enfin les actions individuelles, c'est que il faut être tellement objectif et il faut vraiment laisser toutes ces émotions de côté. Avec les ETF aussi, mais en fait, c'est ça la beauté des ETF, c'est que tu peux laisser très facilement tes émotions de côté en investissant que dans un seul ou 2 ETF. En fait, toutes les décisions sont prises pour toi. Mais quand tu investis dans des actions individuelles, c'est très difficile de rester objectif. Les gens, souvent, quand tu fais des pertes, ils laissent leurs pertes courir trop longtemps parce qu'ils se disent, ça va peut-être remonter et dès que ça revient au même niveau que j'ai acheté, je vais vendre. Mais souvent, ce moment n'arrive jamais et ça descend de plus en plus. Mais t'as encore tes actions de Dropbox ou... Non, je les ai vendues. Je les ai gardées jusqu'en 2022, je pense. Et puis, j'ai vendu à un moment donné. J'ai commencé en fin d'année 2018 mon portefeuille d'ETF. Mon premier portefeuille d'ETF, qui était trop complexe. C'est-à-dire, il y en avait trop de différents, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y avait 5 ETF. Et en fait, par après, je l'ai simplifié. Quand tu dis aussi qu'il y avait trop d'ETF, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que parfois, à trop prendre des ETF diversifiés, on investit plusieurs fois dans les mêmes actions, en fait. Exactement. Ça, c'est une erreur que je vois tout le temps sur les communautés en ligne où des gens font, le portefeuille
dans lequel je vais investir et qu'est-ce que vous en pensez. En fait, je vois par exemple un ETF S&P 500, mais aussi un ETF MSCI World, puis un ETF All Country World Index. Et donc, la plupart des actions en fait sont représentées dans les 3 ETF. Et donc, t'as pas d'avantage de diversification, mais t'as plus de complexité, t'as plus de frais quand tu fais tes investissements puisque t'as plus d'ETF. Donc, t'as que des inconvénients en fait, sans les avantages. Donc, avoir des ETF différents, c'est bien, mais il faut qu'ils soient diversifiés. Et donc, cette prise de conscience de plutôt te concentrer sur les ETF fait qu'aujourd'hui, à quoi ça ressemble en fait ton portefeuille? Il y a que des ETF? Ouais. Donc, c'est le portefeuille le plus dynamique. Donc, c'est 100% actions. Et ça équivaut en fait au portefeuille Globetrotter. La stratégie Globetrotter, c'est miser sur la diversification la plus large possible, j'imagine. Ouais, exactement. Donc, c'est pour le très long terme. Donc, il investit que dans les actions. Donc, avec un rendement espéré plus élevé, mais aussi un peu plus, bien sûr, plus de volatilité qu'avec les obligations. Rappelons aussi qu'un émetteur d'ETF qui veut, par exemple, l'ETF le plus large du monde, va lui-même mettre ses règles. Il va dire, OK, mais en fait, le monde, c'est 60%, c'est les États-Unis, 20% c'est l'Europe, 30% je mets l'Asie, 30 ou 25. Et en fonction de ça, c'est ça qui fait aussi la différence entre beaucoup d'émetteurs. Il y en a qui font des paris sur des thématiques, sur des régions. Et on a toujours ce risque d'avoir des doublons comme ça dans son portefeuille. Toi, il y a combien de produits différents, par exemple, dans ton portefeuille personnel? Il y a juste 2 fonds. C'est plus facile de voir en fait les différences quand on a moins de lignes à analyser. Exactement. Donc c'est très simple. C'est juste un fonds pays développé et un fonds pays émergent. Donc c'est comme le Globetrotter mais en 2 fonds différents. Ça c'est mon portefeuille principal. Et tous les mois, tu mets de l'argent dans ce portefeuille. Ouais, exactement. Donc, j'ai une domiciliation, en fait, mise en place. Donc, tous les mois, il y a un montant qui part de mon compte bancaire courant et qui est automatiquement investi pour moi. Oui, c'est ça le sens fatigué. Exactement, ouais, absolument. Ouais, je dois rien faire. Je dois même pas faire de transactions. Tout est fait pour moi automatiquement. Il y a que 2 produits dans ton portefeuille ou il y a des petits satellites? Non, j'ai pas de satellite. Je suis assez dogmatique sur ce point-là, donc je suis vraiment 100% passif. Après, j'ai encore une partie crypto, mais au fur et à mesure, je vends une partie des cryptos et que je réinvestis dans mon portefeuille d'ETF. Et est-ce que le fait de n'avoir que 2 produits dans ton portefeuille d'investisseur, c'est aussi une manière de se mettre des œillères et pas forcément de regarder les autres choses? Ou est-ce que tu es toujours un petit peu curieux et tu te dis, ces 2 produits-là, peut-être que je vais pas les garder super longtemps et à un moment, je vais rebalancer vers autre chose? Non, pas du tout. Pour moi, c'est vraiment pour le long terme. Et après, oui, c'est que 2 produits, mais au sein même du produit, c'est assez complexe. Donc, il y a des milliers d'actions dans quasiment 50 pays différents. Donc, pour moi, c'est vraiment ma conviction personnelle. C'est pour ça que j'y crois. C'est pour ça que je mets quasiment la totalité de mon patrimoine là-dedans. Après, là, j'ai commencé un petit hobby, c'est le whisky. Mm-hmm. Donc je suis un hobby qui peut être coûteux. Ouais, c'est ça. Donc j'ai commencé à m'intéresser un peu en fait. Je suis amateur de whisky et je me suis marié cet été pour nos voyages de noces. On est parti en Écosse et moi j'ai pu visiter quelques distilleries là-bas aussi. Et puis c'est venu j'ai eu une offre d'acheter un tonneau, un baril de whisky. Je l'ai pas fait après analyse, mais c'est quelque chose qui commence à m'intéresser maintenant. Mais c'est vraiment pour le fun. Le pétrole, on est autour de 70 là aujourd'hui, mais le baril de whisky, on est à combien? C'est 250 litres et il le vendait à 8000 pounds. Le litre? Non, pour le baril entier. Mais c'est une passion avec peut-être une petite touche financière, mais le but pour moi, c'est pas de devenir riche avec ça, quoi. C'est vraiment plus pour ma passion. Et si on revient à ton portefeuille boursier, et c'est quand que tu fais le point pour voir si ça marche ou si ça marche pas? Est-ce que tu as une sorte de comptabilité que tu fais d'année en année? Ouais, donc en fait, j'essaye de le faire tous les trimestres. Après, des fois, j'y arrive pas, mais je fais un compte rendu dans mon patrimoine. Je regarde tous mes comptes, donc mes portefeuilles, mes investissements, mais aussi mes comptes bancaires, tout ça. Et je fais un peu le point de vue global.
Et j'essaye de voir, en fait, principalement, c'est est-ce que j'ai assez d'argent sur mon fonds d'urgence, sur mon compte d'épargne. Donc ça, j'essaye de faire la mise au point tous les trimestres. Et en fait, ça me permet de voir aussi un peu l'évolution de mon patrimoine et l'effet d'épargner un certain montant tous les mois. Et alors, en termes de rendement, on en est où après 5-6 ans? Il faut savoir que les 5 dernières années, un indice comme le S&P 500 a quasi, là je vois aujourd'hui, en hausse de 96%, donc il a quasi doublé de taille. On est dans une période très porteuse. Ouais, tout à fait. C'est difficile à dire, comme j'ai changé de plateforme, donc je peux pas revenir en arrière. Mais par exemple, cette année-ci, je suis à 17%. J'ai regardé ce matin. Donc, tu es on track sur ton objectif de 6 à 8%, quoi. Ouais, pour cette année-ci. Mais après, je sais que, voilà, là, on est 3/4 de l'année, ça veut rien dire sur le long terme. Mais même quand j'ai commencé en 2021, je suis très, très positif sur le rendement global. Donc, ouais, pour l'instant, je suis en track. Après, dans cette notion de gain, dans ton livre, dans beaucoup d'autres contenus que je peux lire à gauche, à droite, on glorifie le gain. Tellement que parfois on oublie qu'on peut perdre aussi de l'argent. Toi, déjà, qu'est-ce que ça représente pour toi un bon gain? Pour moi, en fait, le plus important, c'est de pouvoir atteindre mes objectifs financiers. C'est ça. Et donc le gain est la manière dans laquelle j'atteins ces objectifs. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on fait dans le livre, c'est si tu veux investir juste pour un an, par exemple, ou gagner l'argent vite fait, l'investissement en général, et les ETF, c'est pas le bon instrument. Il faut vraiment garder cette idée de l'investissement sur le long terme. Faire un plan sur, par exemple, où est-ce que je veux être dans 30-40 ans, combien est-ce que j'ai besoin, combien est-ce que je peux épargner. Ça, par exemple, pour définir ton objectif, c'est l'horizon de temps que tu as pris, c'est ça, c'est 30-40 ans? Ouais, j'ai pris... plus ou moins quand tu seras à la pension. Voilà, c'est ça, ouais, la retraite, ouais. Et le fait d'avoir un objectif clairement défini dans le temps, eh bien après, on se rend compte que l'objectif de gain est moins faramineux que ce qu'on pensait, en fait. Ouais, tout à fait. Et je pense qu'il faut partir des bases assez conservatrices. Il y a une étude de Crédit Suisse. En fait, ils ont regardé le rendement moyen des actions entre 1900 et 2021. Donc, c'est vraiment sur 121 ans. Et là, le rendement moyen des actions après inflation était de 6,9%, donc quasiment 7%. En fait, c'est ça que j'utilise dans mes calculs. Donc, pour toi, un bon gain sur un objectif de temps d'une 30aine d'années, par exemple, gagner entre 6 et 8% par an, tu juges ça bon. Et c'est là que je dis, 6 à 8%, c'est des objectifs qui sont réalistes. Je pense, ouais. Après, voilà, ça reste l'inconnu et on sait pas, on sait pas ce qui va se passer, parce qu'il y aura une grande catastrophe dans 20-30 années, mais voilà, en se basant, en fait, avec les meilleures données qu'on a jusqu'à maintenant, c'est une bonne estimation qu'on peut faire. Et on se base souvent sur cette étude de Crédit Suisse pour dire que une période, à un long terme, mieux vaut qu'il soit de plusieurs décennies, de 2 décennies. Parce qu'il y a des exemples où certaines décennies, le rendement est pas bon du tout ou même négatif. Ouais, tout à fait. Ouais. On en parlera d'ailleurs le 16 novembre à Finance Avenue où on organise une conférence sur la thématique des ETF. Je sais pas ce que tu fais le 16 novembre. Je serai là. Ah, tu seras là. C'est super. Et vous, est-ce que vous serez également de la partie ? Le samedi 16 novembre prochain, toute l'équipe de Tracker se mobilise pour l'enregistrement d'une émission spécialement dédiée aux ETF que l'on réalisera en direct du salon Finance Avenue. Pour y participer, il suffit de vous inscrire gratuitement sur le site de Finance Avenue. Nous mettons tous les détails dans les notes de l'épisode et sur notre groupe Facebook, les Trackers de l'écho, où un événement a été créé. Sans transition, ou presque, on passe à la question des Trackers de l'écho. Chaque semaine, nous proposons à nos invités d'entrer en interaction avec vous en vous posant une question.
Vous pouvez y répondre en rejoignant le groupe Les Traqueurs de l'écho sur Facebook ou en nous écrivant à l'adresse podcast@leco.be. On écoute la question de Yoran. Donc l'épargne pension est un produit très populaire en Belgique, mais quand on a fait des simulations, en fait, on a vu que même si tu épargnes ton maximum tous les ans dans ton plan d'épargne pension, ça ne rajoutera qu'un petit bonus à ta retraite. Donc j'aimerais demander aux trackers de l'écho, que faites-vous de plus en fait pour vous préparer pour votre retraite? Envie de répondre à Yoran ou d'entrer en contact avec nous? Écrivez-nous à l'adresse podcast@leco.be, comme l'a fait Malika cette semaine, ou venez faire un tour dans notre merveilleux groupe Les Traqueurs de l'écho sur Facebook. Merci pour votre écoute. C'était Salim Nesba au micro et Julie Garrigue à la réalisation pour Tracker, le podcast de l'écho qui suit celles et ceux qui investissent en bourse. À la semaine prochaine.